Salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Là, vous ne l'entendez pas encore, mais dès que vous allez entendre sa voix, vous allez tout de suite le reconnaître. C'est l'une des nombreuses voix de la WWE au commentateur. J'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Marc Chavet. Bonsoir Marc, merci d'avoir accepté mon invitation. Et est-ce que tu peux quand même te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaisseraient malheureusement pas? Eh ben écoute, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un grand merci à toi de m'inviter dans ton playground, dans ton aire de jeu. On va se régaler ce soir. Quelques minutes, bien pour faire connaissance. En tout cas, j'apprécie beaucoup l'offre. Merci pour cette main tendue. Et puis, j'ai hâte de découvrir un petit peu qui se cache de l'autre côté de ta chaîne YouTube, qui sont les filles et les mecs qui regardent ça avec intérêt. En tout cas, j'ai regardé un peu ta chaîne et franchement, on sent la passion, on sent le fan qui a envie de partager sa passion et ça fait plaisir. Me présenter en quelques mots, c'est très simple. Hein. Je suis commentateur sportif depuis à peu près une vingtaine d'années. J'ai travaillé sur plus de 140 sports différents, sur plein de chaînes différentes. Aujourd'hui, je travaille, on va dire, sur 4 secteurs d'activité, le commentaire sportif, la voix off, la traduction simultanée et l'animation événementielle. C'est ce que je lui disais en off. Sa voix, c'est impressionnant. D'habitude, je l'entends à la télé. Là, j'ai l'honneur de l'entendre dans mes enceintes. Donc, franchement, comme je te disais, je suis vraiment, vraiment très ému. On va commencer avec la première question. Comment as-tu découvert le catch pour la première fois? Alors écoute, moi j'ai grandi sur la côte ouest des États-Unis, okay. Donc j'ai été très vite exposé à tous les sports américains de l'époque. Moi je suis des années 80, donc c'était le BMX, le skate, le surf, etc. Et le catch faisait partie évidemment des sports. Alors, je vais pas dire que j'étais fan de catch dès ma plus tendre enfance, mais le catch faisait partie des sports que je suivais un petit peu de loin à l'époque, comme tout gamin américain. Hulk Hogan, c'était un petit peu l'euphorie, tout ça. Donc, on était un peu au courant, même sans forcément suivre ce qui se passait à la WWF à l'époque. Donc, c'était mes premiers contacts avec l'univers du catch. C'était étant enfant, même si j'étais plus foot américain, baseball, basket et hockey sur glace. On va dire que voilà, il y avait cette part d'enfance, de découverte étant enfant. Mais mon premier vrai contact avec le catch professionnellement s'est passé en 2005. Je travaillais alors en tant que commentateur anglophone, puisque j'ai la particularité d'être bilingue 100% anglais. Et je travaillais pour Eurosport British et Eurosport International, commentant uniquement en anglais. Et à l'époque, je faisais les sports américains, les sports extrêmes, les sports de combat. Et le patron de l'époque me convoque pour me dire, voilà, Marc, on vient de signer les droits d'une fédération de catch. On a déjà trouvé le consultant, donc l'expert. Est-ce que ça t'intéresserait de devenir la voix du programme? J'ai dit oui. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? C'est la WWE. Puis on m'a dit non, c'est la TNA. Et donc, Eurosport, en 2005, signe les droits 2 ans, je crois, pour la TNA. Donc moi je dis ok, banco, on y va. Donc je rentre dans le catch professionnel, on va dire la lutte professionnelle au travail en 2005 par la TNA que je commande pendant 2 ans sur la version british anglaise avec Richard, mon consultant de l'époque. Un Britannique un peu fan de catch, un peu une sorte d'Agius anglais en quelque sorte, mais qui n'avait pas évidemment le parcours télé derrière. Donc moi, j'étais un petit peu la caution télé et lui, c'était un peu la caution catch au début. Et donc moi, j'arrive à l'époque où il y a AJ Styles, Christopher Daniels, j'ai du Sting, Jeff Jarrett en main event. C'est un peu cette période-là, Rhino, etc. Donc la TNA, j'aimais beaucoup la X Division, donc tout ce qui était un peu voltige, high flying et compagnie. Donc voilà, ça c'était mon tout premier contact avec le catch de manière professionnelle, 2005, donc pour mes tout débuts. D'accord. Justement, comment t'es-tu retrouvé sur le groupe AB et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'une journée type d'un commentateur de catch? Comment ça se passe le mercredi? Parce que nous, en France, c'est le mercredi, aux États-Unis, c'est le lundi. Sinon, comment ça se passe en général? Est-ce que vous faites des réunions? Est-ce que vous regardez le show avant? Parce que normalement, à la base, le show, c'est 5 heures. Là, vous le réduisez entre 1 heure à 1h30 en général. Est-ce que c'est toi, personnellement, qui t'occupe de couper certains passages? Comment ça se passe exactement? Alors, très simplement, pour répondre à la première partie de ta question, comment est-ce que je me suis retrouvé sur AB? Faut remonter, vous allez plutôt à 2009. En 2009, la chaîne Eurosport donc, avait arrêté la TNA depuis longtemps. Entre 2005 et 2007, donc je disais, on faisait la TNA. À partir de 2007-2008, Eurosport British avait signé la New Japan. Et là, je l'ai commenté 1 an tout seul, donc en 2007-2008. Et à partir de 2009, Eurosport a arrêté la New Japan, la TNA, et a signé les droits de la WWE dans un format complètement différent,
C'est-à-dire qu'on avait un programme qui s'appelle This Week, qui est un package de 30 minutes qui résume ce qui se passe sur Raw, SmackDown et la ECW à l'époque. Et on avait la Vintage Collection, qui était un 52 minutes sur les plus grands combats de l'histoire du catch. Donc, on a signé ces droits-là en 2009 avec Eurosport. À ce moment-là, j'étais parti du côté de la version française. Ouais, je sais que c'est un peu compliqué, mais je me suis retrouvé à être également le personnage qui incarnait l'émission, qui s'appelait Clash Time à l'époque. Mon personnage s'appelle Mr. Clash, ou s'appelait Mr. Clash. C'est pour ça qu'Ajus, il se fout de ma gueule des fois en m'appelant Mr. Clash. C'est une vieille référence. Et là où je voulais en venir, c'est qu'en 2009, en faisant Mr. Clash, donc j'étais un peu le présentateur du programme avec un costume un peu manteau long, lunettes noires, etc. Je criais, je ne parlais pas, je criais. J'ai eu l'occasion de partir sur pas mal de shows, et aux États-Unis et en Europe, et j'ai rencontré Philippe Chéreau et Christophe Ajus à l'occasion d'un show à Strasbourg en 2009. C'était la première fois que je les rencontrais. Et on a sympathisé, on a parlé, on a échangé, etc. On s'en est suivi une très, très belle soirée chez des copains de Christophe, qui est originaire de Strasbourg. Et on a fini à 6h30 du matin devant l'appartement des copains. Et on avait sympathisé. Puis avec Philippe, on avait longuement parlé sur nos profils, nos parcours, etc. Et puis on s'était rendu compte qu'on avait un profil un peu analogue, etc. Et puis est venu un moment où Philippe devait partir faire je ne sais plus quelle mission, ou partir en vacances, et il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Il avait fait 10 ans d'affilée, je crois, sans jamais être remplacé. Et donc, en 2009, il m'avait demandé est-ce que je pourrais le remplacer pour quelques émissions. Et donc, j'ai eu la chance de faire mon tout premier remplacement en 2009 déjà à l'époque, du coup, RTL 9, NT1 encore, c'était la grande époque TNT. Et bonne vieille génération. Exactement, vieille génération. Et puis, après, j'ai fait quelques remplacements au fil des années. Ponctuellement, j'étais pas le seul. Il y avait aussi Sylvain qui en a fait quelques-uns un peu plus tard, en 2011-12. Et puis j'ai continué à en faire au fil des années, comme ça, en mode ponctuel de temps en temps. Voilà, donc ça c'était pour le début de ta question. Après, une journée type, quand on commente le catch, non, nous ne coupons absolument pas les programmes. Il faut savoir que la WWE, comme la plupart des fédérations de catch, sont très protecteurs de leurs programmes, et à juste titre. Ils prennent ça très au sérieux sur les histoires qui sont coupées, les segments qui ne rentrent pas dans les différentes versions, parce qu'il y a l'euro américain, effectivement, comme tu disais, qui fait 3 heures avec les pubs, 2h15 sans les pubs. Ce euro-là, il est repackagé dans une version qu'on appelle internationale, qui est celle d'AB, qui fait 1h30, 1h40. Et non, bien sûr que c'est pas ni AB, ni Christophe, ni Philippe, ni qui que ce soit qui choisit quels sont les segments qui ne rentrent pas dans l'émission, etc. C'est la WWE qui livre le programme tel quel. Et la chaîne n'a rien à faire si ce n'est rendre le programme conforme à leur système de diffusion. C'est tout. Il n'y a aucun pouvoir éditorial sur ce qui rentre et ce qui ne rentre pas, hormis les quelques segments de « Ne faites pas ça chez vous » en français, etc. Donc, par rapport à ça, toutes les chaînes, on était pareil. Même quand on avait la TNS, c'était pareil, on avait des segments. Voilà. Alors, nous, à l'époque, on se permettait de couper quelques images où il y avait du sang, parce qu'on n'avait pas le droit de diffuser du sang à l'antenne, quand il y avait des combats où il y avait, je sais pas, une raclette, des trucs, des outils, des accessoires utilisés pour ensanglanter les lutteurs. On n'avait pas le droit de les montrer. Mais en dehors de ça, il n'y a absolument aucune retouche. Et ça, c'est pas chez AB, hein, c'était ailleurs. Mais à ma connaissance, AB ne retouche pas le contenu des programmes. Moi qui le commente également, je commente la Raw et SmackDown toutes les semaines sur Canal+ International, donc la version qui part en Afrique. Ça, c'est la version encore plus petite que la version internationale d'1h30. C'est une version de 49 minutes, 48 minutes. Donc, c'est un Raw encore plus comprimé où on perd encore davantage d'histoire. Et donc, finalement, ce qu'on a, nous, sur le programme 48 minutes, c'est vraiment, on va dire, l'essence des storylines qu'il faut suivre, puisque c'est le programme le plus condensé qui existe à la WWE. Je ne sais même plus si This Week existe encore, parce que This Week, c'était en 30 minutes, tu avais Raw, SmackDown, ECW. Donc ça, c'était vraiment un format hyper court, vraiment plutôt pour suivre les tendances des histoires, sans rentrer réellement dans le détail des matchs, puisque tu n'avais pas le temps d'avoir l'intégralité des matchs, quoi. D'accord. Ma question, elle est peut-être idiote, mais comment personnellement vous recevez de la part de la WWE les shows? Est-ce que c'est par mail? Est-ce que vous avez un logiciel spécial Alors, en tant que commentateur, nous, on ne les reçoit pas. C'est la chaîne qui les reçoit, il y a toute une mise en conformité qui se fait dans la régie, etc. Okay. Le commentateur reçoit ce qu'on appelle un rundown, donc une sorte de conducteur, si tu veux, avec donc le premier match, ce sera un tel contre un tel. À tel moment, il y aura un clip de 3 minutes. Le deuxième match, c'est un tel contre un tel. Voilà, nous, on reçoit juste ce qu'on appelle un conducteur dans le milieu.
Voilà, une sorte de chemin de fer, si tu veux, ce qui va se passer de la première minute à la dernière minute. C'est tout ce qu'on a, nous, au début. Après, si tu peux aller voir le show, toi, si tu as évidemment envie d'aller le voir, etc. Certains le font. Moi, j'aime bien la spontanéité, j'aime bien le commenter en le découvrant, mais après, chacun sa méthode. Il y a celui qui va vouloir y prendre 2-3 notes ou qui va lire peut-être un résumé sur un site pour prendre 2-3 notes sur les histoires, etc. Chacun fait un peu comme il le sent. Moi, j'aime bien aller sur les réseaux sociaux, voir les déclarations des uns des autres, parce qu'évidemment, tout ça fait partie maintenant du show. Et moi, je trouve c'est sympa d'avoir 2-3 citations. Roman Reigns a dit X, Y, Z avant le match, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Malik, c'est mon binôme sur Canal International. Moi, je le prépare un peu plus comme ça, avec quelques citations des lutteurs, de Paul Heyman, etc. Tu vois le genre, quoi. Justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous regardent si jamais ils veulent travailler avec toi ou devenir commentateur de catch? Comment devient-on commentateur de catch ou commentateur tout juste pour une chaîne de sport? Très bonne question. Je pense que la meilleure façon d'y parvenir, c'est probablement par une école de journalisme, donc devenir journaliste. Donc ça veut dire être plutôt bon en français au départ, pas faire trop de fautes. Ensuite, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de recette. On a autant il y a des profils vraiment différents dans le milieu. C'est vrai que Christophe ou des profils à la Christophe Agius, il y en a quelques-uns dans le milieu. J'ai envie de dire, c'est un concours de circonstances aussi qui fait qu'il a pu être pris au départ, puisque c'était le bon endroit, bon moment. Et une fois que le poste est pourvu, en quelque sorte, même s'il y a peut-être d'autres fans qui ont autant de culture, autant de connaissances, son poste, il l'occupe depuis plus de 20 ans, donc il n'est pas prêt de disparaître. On va dire la même chose pour Philippe, qui fait partie intégrante de leur duo, qui est le premier duo de France historique. Donc j'ai envie de dire, tant qu'il y aura Philippe et Christophe, il n'y a pas vraiment de place pour commenter du catch, tu vois. Donc c'est vrai que ça, c'était plutôt une question qu'on avait beaucoup à l'époque 2009-2011, qui était un peu la grande euphorie française de ces 2 dernières décennies en ce qui concerne les fans. On avait dans les magasins de jouets des figurines. Il y avait une horde de personnes au show. On remplissait Bercy systématiquement. Toutes les salles de France étaient remplies à ras-bord. Là, il y avait vraiment une période assez euphorique. Mais pour finir sur ce qu'il faut faire, à part faire une école de journalisme, parler bien anglais, avoir une voix sympa et connaître un peu ou savoir travailler le catch. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de chance là-dedans aussi. Malgré ce qu'en disent les gens, certainement, ils essaient de faire croire que c'est peut-être leur talent et leur faculté, mais derrière tout ça, c'est quand même un jet de dés et d'être au bon endroit au bon moment. Ça s'improvise pas, quoi. Alors, ce qu'on dit, c'est que la chance favorise les esprits préparés. La préparation fait que peut-être que le jour où il y aura une opportunité, il faut être prêt à la saisir. Mais ça ne sera pas donné à tout le monde, c'est sûr. Je pense que voilà, l'école de journalisme, ça donne les bases qu'il faut pour savoir raconter une histoire, faire du commentaire. Et après, il faut faire rentrer par la petite porte, c'est-à-dire les stages, on fait les cafés, on demande aux commentateurs comment ils font, on trouve un commentateur qu'on aime bien et on le saoule jusqu'à ce qu'il vous réponde. Et voilà, moi, c'est un peu comme ça que j'ai fait au début. J'ai fait beaucoup de stages en radio notamment. J'ai commencé en radio. Et voilà, c'était un peu comme ça. On suivait les journalistes de l'époque. J'allais en studio, j'étais toujours le premier arrivé, le dernier parti. Enfin, faut vraiment aimer ça, quoi. On peut pas s'improviser. Il y a plein de gens qui veulent le faire, mais ils se rendent pas forcément compte de ce qu'il faut pour rentrer dans le milieu. C'est pas si simple. C'est vrai que c'est pas si simple. Donc, je dirais, voilà, conseil agréable. Si c'est votre rêve, il faut y aller. Maintenant, les places sont quand même hyper limitées, surtout dans le catch. Déjà, être commentateur sportif, il y a des débouchés, mais être commentateur de catch aujourd'hui en France, quelles sont les chaînes qui diffusent? Il n'y en a plus beaucoup, hein. Il y a Toonami pour la EW, il y a AB1 pour la WWE, il y a quoi? La New Japan, c'est encore diffusé ou je crois pas, hein? Alors là, franchement, je ne sais absolument pas. Moi, je suis uniquement que la WWE, donc après, bien sûr. Le reste, je ne sais pas du tout. Et il y avait aussi un moment il y avait aussi la chaîne L'équipe qui diffusait aussi justement Raw, SmackDown et puis aussi NXT. Alors en parlant de ça, Raw, SmackDown, NXT, comme on en parle, c'est une de mes questions qui est un peu plus loin, mais c'est pas grave, on va en parler là maintenant. Est-ce que toi, est-ce que tu as un contrat spécial avec uniquement AB, ou alors si, mettons, demain, je ne sais pas moi, la chaîne L'équipe t'appelle et te dit, voilà Marc, on aimerait bien t'avoir pour commenter NXT. Est-ce que toi, personnellement, ça te plairait déjà de commenter NXT et NXT UK avec nos Français, ou alors est-ce que malheureusement tu ne peux pas parce que avec ton contrat que tu as actuellement, malheureusement c'est un peu compliqué? Alors aujourd'hui, je n'ai qu'un contrat avec moi-même puisque je suis à 100% indépendant, totalement freelance. On appelle ça freelance dans le milieu.
Donc, je vais là où le vent m'emmène, en quelque sorte. Et effectivement, si quelqu'un m'appelait demain pour dire, voilà, on a un projet, on aimerait que tu en sois, forcément, je serais d'accord, certainement pour commenter la NXT, que je trouve, c'est l'une des meilleures marques, à mon sens, de la WWE. Ce serait un régal de la commenter. J'en ai commenté par le passé en remplacement chez AB aussi à l'époque, lorsque la NXT faisait partie on va dire, du portfolio de droit. C'était fabuleux, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce qui s'y passe et je pense que ouais, je prendrais beaucoup de plaisir à le faire. L'équipe, alors juste pour la petite info, ils diffusent donc les Raw et les SmackDown, diffusaient les Raw et les SmackDown du format dont je te parlais tout à l'heure, c'était Oui. 46-49 minutes. Donc c'est les Raw encore plus comprimés que la version internationale qui va sur AB, mais aussi dans plein d'autres chaînes aux quatre coins du monde qui n'ont pas les droits de la version intégrale américaine, 2h15, 3h avec les pubs. D'accord. Justement, est-ce que toi qui n'es pas souvent là au niveau des commentateurs sur AB, est-ce qu'on te reconnaît quand même dans la rue par rapport à ça? Est-ce qu'on te dit ah vous êtes le monsieur avec la voix assez grave et puis vous commentez, ou est-ce que c'est un peu compliqué? Ça m'est arrivé. Pour le catch, ça m'est arrivé. Alors, plus peut-être à l'époque où j'avais mon émission où on me voyait physiquement le visage à l'antenne, évidemment. Ça m'arrive plus pour d'autres activités que j'ai, notamment des activités où je suis présent devant public. Là, je vais pas dire souvent, mais ça m'arrive plus souvent dans ce cadre-là. Je travaille par exemple sur le cyclisme, je fais à peu près 70 jours de cyclisme par an. Et là, je suis visible puisque je suis sur un podium en train de présenter des coureurs ou sur la ligne d'arrivée en train de faire le podium protocolaire, etc. Donc, on me voit physiquement. Donc, forcément, j'ai plus de reconnaissance par rapport aux activités où on est exposé. Après, personnellement, ce n'est pas du tout quelque chose que je recherche. Mais spécifiquement, ta question concernant le catch, ça m'est arrivé. Un jour, j'étais au parc avec mon fils et il y a un gars qui me saute dessus. Mais c'est vous, Marc? Et je dis, ouais, je suis en train de pousser mon fils sur le balançoire, là. Mais voilà, donc ça m'est arrivé. Maintenant, ça m'arrive pas tous les jours. Non, on va pas se mentir. Justement, comment ça se passe au niveau de la famille? Est-ce qu'au début, c'est un peu compliqué quand, mettons, enfin, je sais pas, peut-être que tu es au restaurant avec ta femme ou justement, comme tu parlais là de ton fils, est-ce que c'est un peu compliqué pour eux ou justement, ils acceptent? Comment toi, personnellement, tu les prépares ou alors Christophe ou Philippe préparent leurs enfants au niveau de la notoriété? Alors, Philippe et Christophe, faudrait leur demander. Je sais que Philippe, il a des enfants un Oui, poil plus grands que les miens. Christophe, il est tout petit, son fils, hein. Donc, pour l'instant, je crois qu'il n'est pas préparé à grand-chose, si ce n'est qu'à biberonner. Et encore, je suis pas sûr qu'il soit déjà au biberon. Non, après, voilà, ça vient un petit peu avec le territoire. C'est aussi une reconnaissance. Voilà. C'est sympa aussi quand quelqu'un vient vous dire, ah bah, j'aime bien ce que vous faites, ou j'aime bien votre voix, ou est-ce que vous pouvez me faire, hein, voilà, j'adore quand vous parlez du playground, ou voilà les phrases que j'utilise quelquefois. Il y a un truc que j'utilise souvent, c'est le jeu de mots autour de juste. Par exemple, c'est pas une terminologie juste, c'est juste une terminologie. Voilà, c'est un peu un phrasé comme ça qui revient. On peut le mettre un peu sous toutes les formes. Et voilà, ce sont des choses qu'on n'utilise pas à chaque commentaire, mais ce sont des phrases un peu récurrentes. Et souvent, on me dit, ah, j'aime bien quand tu parles de ci, ça. Donc, c'est toujours agréable d'avoir un peu ce retour de gens qui ont été marqués par quelque chose que vous avez pu dire à un moment donné. Donc, ça, c'est toujours agréable. Non, généralement, ça se passe très bien. Moi, j'ai pas un niveau je suis pas Nikos ou Denis Brognard, hein. non, mais Donc, c'est sûr, mais... donc voilà, il n'y a pas de mec qui déteste, etc. Je pense que celui qui n'aime pas, il va pas venir me dire, ah, je te déteste, t'as été nul quand t'as dit, c'était pas un roll-up, c'était un petit paquet. Ça, non, ça, je pense que. Après, sur les shows de catch, ouais, ça peut être plus sympa des fois, parce que là, on a plus d'interactions, les gens connaissent davantage. Donc là, je peux passer un peu plus de temps à parler, à échanger avec des gens qui vont savoir ce que je fais ou ce que j'ai pu faire par le passé, même si j'ai pas évidemment l'exposition ni de Christophe ni de Philippe qui font ça toutes les semaines depuis près de 20 ans et forcément qui sont les leaders du commentaire de catch en France. Justement, une petite réaction sur cette fameuse phrase que quasiment tout le monde connaît, votre playground, votre aire de jeu. D'où vient cette phrase et pourquoi tu la sors quasiment tout le temps? Très bonne question. Je crois que je me souviens même plus du tout de l'origine, du pourquoi, du comment. C'est peut-être venu dans les années 2013. Dans ces années-là, je me suis dit, il fallait que je trouve quelque chose soit de couillon, soit de différent pour saluer et au début et à la fin. Et je crois que c'est le premier truc qui m'est passé par la tête. Et je crois que quand je l'avais dit la première fois, quelqu'un avait dû me faire un tweet ou quelque chose et je me suis dit, bon, bah, c'est que ça a marqué, donc je vais le garder.
Et puis, c'est devenu un truc assez récurrent. Donc, quand je viens, je salue comme ça. Et puis, les gens tout de suite me disent, ouais, bienvenue dans ton aire de jeu, bienvenue dans le playground, 3 pouces en l'air, etc. Voilà. Donc, c'est parti de rien, en quelque sorte. C'est parti de rien et c'est devenu un petit peu quelque chose quand même. Un tout petit Un peu. petit peu une phrase qui marque un peu comme Christophe et Philippe qui nous disent tous les deux en même temps par-dessus la troisième corde. Toi, ta Ouais, phrase, alors, c'est le playground. voilà. Alors, eux, la troisième corde, c'est légendaire ou iconique, j'ai envie de dire, parce que tout le monde le dit. Ce qui pose de vrais problèmes aux autres commentateurs francophones, parce que quand quelqu'un passe par-dessus la troisième corde pour de vrai, et que tu essaies de décrire par-dessus la troisième corde, bah voilà, il fait le coup de l'accordage par-dessus la troisième corde. Très vite, tu es confronté à comment je le dis. Parce que si tu mets trop d'emphase, très vite, on va dire, oh les gars, ils font comme Christophe et Philippe, ils font par-dessus la troisième corde. Et si tu le dis pas assez, avec pas assez d'emphase, bah forcément, ça tombe un peu à plat, tu vois. Donc, c'est le fait d'avoir un gimmick sur l'une des prises les plus utilisées de la lutte professionnelle fait que bah, les autres commentateurs francophones peuvent se retrouver un petit peu en difficulté quelquefois, où il faut décoller les mots, c'est-à-dire, il passe par-dessus, attendre une demi-seconde, la troisième corde, tu vois, pour pas faire la même sonorité que ce que font Christophe et Philippe depuis 2 décennies maintenant. Justement, hein, on disait souvent tu remplaces soit Christophe, soit Philippe. Est-ce que le groupe AB n'a pas peur d'une baisse d'audience si jamais un jour Christophe et Philippe viendra partir ensemble en vacances? Est-ce qu'ils se disent, oula, les fans de catch n'ont pas trop l'habitude avec toi, tu vois, enfin, ils ont beaucoup plus l'habitude avec Christophe et Philippe, hein, parce que c'est quasiment moi, personnellement, moi, c'est avec eux que j'ai grandi. Bien Est-ce qu'ils sûr. ont peur de ça? Est-ce que toi, tu as déjà entendu parler de ça ou alors ils y pensent même pas et si un jour ça doit ça doit arriver, bah, ça arrivera. Alors, c'est arrivé. D'accord. J'ai fait une émission avec Nadir Mohamedi à l'époque, un jour où Philippe et Christophe étaient aux États-Unis sur un retour d'un pay-per-view. Je ne sais plus lequel et je ne sais plus exactement l'année, mais ça devait être il y a peut-être 3, 4 ans. Ouais. Et on s'est retrouvé dans cette configuration. Et je crois même qu'il y a eu une autre fois où je n'ai pas pu venir et Nadir avait travaillé avec Ishtou, je crois. Donc Alain Ichtertz qui a dû remplacer ou qui a dû me remplacer moi, ou je sais plus. Donc c'est arrivé peut-être 2, 3 fois dans l'histoire quand même que ni Philippe ni Christophe ne soient présents. Alors la chute d'audience, je n'en ai aucune idée. Après c'est sûr que les gens sont habitués à leur marque de fabrique, à leur façon de faire, à leur voix, à leur style, etc. Voilà, après ils ont leur style à eux, ils ont leur routine, tout fonctionne, c'est lisse. Après, j'ai envie de dire, tu fais quelque chose pendant 20 ans avec quelqu'un, forcément, tu vas être mieux qu'avec quelqu'un qui arrive comme ça pour 2, 3 semaines. Je pense, n'importe qui peut comprendre que voilà, quand tu joues en équipe t'es footballeur, tu joues avec 2, 3 attaquants hein, depuis 20 ans, bah forcément, tu vas être meilleur qu'avec le nouveau qui débarque, aussi bon qu'il soit. Il faut toujours du temps pour comprendre les mécanismes de la chaîne aussi, même quand tu le fais de façon récurrente. Et si je le fais 2 fois par an, je crois que c'est à peu près le grand max, peut-être 6, 7 par an, tu vois. Donc, on va pas dire que tu as, même au fil des années, tu n'as pas l'habitude de le faire. C'est un nouveau format, il y a un rythme différent, il y a quelquefois des jingles, des indications de la régie dans l'oreillette en même temps, etc. Donc, c'est un format différent. Après les audiences, je pense pas qu'il y ait de cataclysme lorsqu'il y a un absent pendant 1 ou 2 semaines. Les gens comprennent que bah il faut prendre des vacances, que c'est normal de s'absenter, que tu vois. Même si tu es habitué au style Christophe Philippe, je pense que tout le monde a survécu quand même les rares fois où ils ne sont pas là, d'autant qu'ils ne partent jamais très longtemps, ils adorent ce qu'ils font, ce sont des vrais passionnés, etc. Donc, c'est vraiment des cas de force majeure. Je sais que Christophe est il reste vraiment le plus possible. C'est très rare qu'il parte en vacances. Philippe un petit peu plus parce qu'il est sous contrat, mais voilà, ce sont des vrais passionnés. Et quand ils sont pas là, ils excitent sur les réseaux aussi, ils parlent l'un de l'autre. Donc, vraiment, il n'y a pas de... Et voilà, il n'y a pas de. Par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Après, la baisse d'audience, je n'ai pas les chiffres, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une baisse sensible de l'audience quand il y en a un qui n'est pas là pendant 1 semaine ou 2 semaines. D'accord. Pas trop déçu de ne pas pouvoir commenter Raw, SmackDown tout le temps ou toi, personnellement, de temps en temps, ça te convient? Parce que j'ai vu à peu près hein, que tu commentes aussi d'autres choses, par exemple le cyclisme, pas mal d'autres choses. Est-ce que toi, être un petit peu de temps en temps à la WWE, enfin la WWE en tant que commentateur de la WWE, est-ce que toi, personnellement, ça te convient ou alors tu aimerais bien un tout petit peu plus être... Bah, écoute, je commande toutes les semaines Raw et SmackDown sur Canal, donc la version courte. Ouais.
Donc c'est vrai que j'ai la chance de faire ça depuis plusieurs années déjà en tant que, on va dire, de façon hebdomadaire. Alors certes, c'est des formats plus courts. Oui, Oui, bien sûr, ouais, le c'était rêve, ça plutôt serait de ça ma commenter question. toutes. Ouais. Au Bah non, mais ça niveau, serait évidemment de commenter Raw et SmackDown toutes les semaines, évidemment. Maintenant, il y a pas de secret, il y a pas de, les places sont prises. Dans le ouais, milieu, il y a un système qui est en place, qui est comme ça. On peut tous rêver de, tu vois, tu peux être la voix de Roland Garros, mais en attendant, il y a une voix qui est là depuis 15 ans. Tu seras pas la voix de Roland Garros, même si tu aimes le tennis, c'est que, tu vois. Donc c'est vrai on peut ambitionner de faire des choses, mais en attendant, voilà, c'est pas forcément possible. Après, j'ai envie de dire, j'ai la chance dans le catch d'avoir commenté depuis 2005. Donc on est en 2021 quand même, donc ça fait 16 ans en gros que je commente une fédération, quelle qu'elle soit quand même, depuis plus d'une décennie et demie, donc la TNA, la New Japan. J'ai eu la chance de tourner sur des fédérations un peu plus obscures, que l'UWFI au tout départ, la WWE bien sûr derrière, un peu de Lucha Underground, un peu de AAA, un peu de CMLL à une époque aussi. Donc, j'ai eu la chance de tourner sur pas mal de fédérations différentes pendant des années, sur des chaînes différentes, sur des formats différents. Voilà, je pense qu'en termes d'expérience de commentaire de catch, j'ai la chance d'avoir vécu vraiment des choses différentes, variées, plaisant, certes sans la stabilité d'avoir un programme fixe sur une chaîne fixe, à horaire fixe, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire le suivi, le fait de pouvoir interagir avec les gens sur des années, etc. Mais une grande diversité quand même, et ça, c'est quand même agréable, et voilà, ça fait plaisir de se dire, voilà, j'ai pendant plus de 15 ans quand même pu faire vivre de ça, parce que forcément, quand tu commandes du catch, ça te permet de faire des choses que tu ne peux pas faire quand tu commandes du snooker, quand tu commandes du billard, quand tu commandes du vélo, quand tu commandes n'importe quel autre sport. Finalement, la magie du catch, c'est aussi ça, c'est ce que ça te permet de faire en tant que commentateur. est-ce que le catch, enfin, en tant que commentateur de catch, est-ce que c'est ça qui te plaît le plus? Enfin, je veux dire, est-ce que tu préfères plus commenter du catch ou alors un autre sport, par exemple, le cyclisme ou autre? Écoute, moi j'aime vraiment bien tout commenter. Je pense que j'aime ce qu'on appelle le storytelling. J'aime raconter des histoires. J'aime faire vivre des exploits. Une fois de plus, ça fait 20 ans que je fais le métier. J'ai commenté plus de 140 sports en tout. Euh, Vraiment, c'est le plaisir de commenter, de partager un moment, de vivre des émotions. Je crois que c'est intrinsèquement, c'est ça qui me fait vibrer. Tu vois, c'est le catch. J'adore ça. Je vais pas dire plus que tout, mais c'est vrai que viscéralement, j'adore commenter du catch. J'aime commenter le vélo. J'aime commenter le tir à l'arc. Tu vois, les disciplines qui n'ont rien à voir. Viscéralement, ce sont un peu ces sports-là qui touchent mon fort intérieur. Il y en a d'autres aussi. Mais oui, bien sûr, c'est le commentaire de catch, une fois de plus, c'est ce qui te permet d'aller dans les endroits où aucun autre sport te permet d'aller. Les sensations analogues à ce que tu peux vivre au catch, tu les as quelquefois dans des sports comme j'ai pu commenter comme l'homme le plus fort du monde, le bûcheronnage de compétition, le bras de fer, des sports un petit peu comme ça où tu peux aller un peu plus dans le divertissement et te lâcher davantage et partir sur des tangentes que tu ne pourrais pas faire dans le sport traditionnel, même si tu as le droit de pousser un peu, etc. Mais c'est pas le même exercice. Justement, est-ce que tu as un match qui t'a le plus marqué à la WWE et un match qui t'a le plus déçu? Alors, il y en a pas mal qui m'ont marqué, évidemment, comme beaucoup, j'imagine. Après, j'ai eu la chance pendant ma période où je couvrais donc les événements sur place. Ouais, ça c'est J'ai une de fait mes questions aussi. Ouais. Est-ce que tu as pu vivre aussi un pay-per-view en direct? C'était l'une de mes questions. plusieurs. J'ai fait quatre WrestleMania pour le travail, D'accord. de WrestleMania 25, 26, 27 et 28. Tous les Raw du lendemain aussi, le Hall of Fame le samedi également, et on avait ce qu'on appelle le Media Day, donc la journée où on interviewait les superstars du WrestleMania en question, et les légendes aussi, les Hall of Famers, etc. Donc on avait vraiment accès à full access, en gros, à une dizaine de superstars par an lorsqu'on allait faire ces WrestleMania-là. Donc le fait d'arriver, moi je suis arrivé à WrestleMania 25, c'était mon premier WrestleMania en direct dans le stade à Houston au Texas. Et j'ai vu le premier Taker Michaels. Donc là, tu es dans un Ouais. truc. Ouais, tu t'en prends, mais t'en prends plein la poire, quoi. C'est vraiment impressionnant. Tu dis là, ouais. Alors, tu avais commenté avant, tu as fait la télé, etc. Très bien. Mais là, tu vois la dimension en réel. Et c'est vrai que tu as beau avoir des matchs qui t'ont plu par le passé, tous les Stone Cold, The Rock et compagnie. Et là, tu arrives et tu vis des moments comme ça avec des entrées de 12 minutes, le Taker qui arrive des entrailles de la terre, qui remonte avec une fumée grise qui sort, Michaels qui descend un peu comme un ange du ciel, toute cette, voilà, vraiment ce divertissement qui est incroyable.
Et là, tu te dis, waouh, c'est un moment mais extraordinaire. Puis c'est vrai qu'il y avait Taker Michaels 2 l'année d'après à Oui. WrestleMania 26. Donc le retour, donc ouais, La tu vis des retraite trucs. aussi de Michaels. Exactement, la retraite de Michaels, que j'avais eu en interview justement avant. Et on avait parlé du fait qu'il avait retiré Ric Flair aussi. Qu'est-ce que ça fait maintenant de se retrouver un petit peu à l'orée d'un jour nouveau où lui allait probablement partir, etc. Et voilà, c'était une interview super. J'avais eu Ted DiBiase aussi à cette occasion-là. Ouais, c'est des grands moments de rencontrer les superstars aussi, avoir un peu de temps pour faire les interviews. Et puis vivre ces moments en vrai, c'est vrai que ça bat tout finalement, la sensation d'être sur place sur ces shows-là. Et Atlanta, c'était aussi quelque chose. Le main event, c'était quoi? C'était de mise John Cena pour la ceinture. Il semble, ouais. Et puis 28, c'était à Miami. C'était Rock Cena, le grand showdown. Donc ouais, c'est ça. C'est ça. Après, dis-moi, pardon. Ouais, non, je voulais juste savoir, est-ce que tu avais une anecdote sur un catcheur que tu as pu rencontrer, par exemple Shawn Michaels, peut-être DiBiase? Que j'ai pu rencontrer. Oui. Alors, une anecdote rigolote, j'en ai une avec John Morrison, par exemple, que j'ai eu plusieurs fois en interview. Et moi, je suis fan de tout ce qui est un peu high flying, comme je te disais, voltige. Donc, je suis très AJ Styles, j'étais très Mystico à la CMLL, très Prince Puma à la Lucha Underground, Ricochet à la WWE. Et voilà, j'aime vraiment ce style-là. John Morrison, pour moi, dans les années 2009-2012, incarnait vraiment cette lutte exceptionnelle avec cette maîtrise du déplacement dans l'espace que j'affectionne et que j'adore. Et la WWE m'avait organisé une séance où j'ai pu faire un entraînement de musculation avec John Morrison lors d'un passage sur un show parisien. Donc, c'était pas un déplacement au bout du monde super et tout, mais on était à Bercy, à l'hôtel Pullman à côté du Palais Omnisport, et j'avais peut-être 1 heure et demie avec Morrison pour tourner une séquence voilà, avec mon personnage qui se faisait donc, en gros, la trame de l'histoire, c'est je veux avoir un corps comme le tien. Comment je fais? Évidemment, lui qui est fit comme pas possible, etc. Donc, lui, il me regarde, il me fait ouais, bon, on a un peu de boulot, tout ça, c'est un peu joué, etc. Donc, on a un peu de travail, mais bon, ça va, ça tombe bien. Il y a une salle de sport au sous-sol. Allez, viens, on y va. Et puis, on démarre la session comme ça. Alors, il me dit alors, c'est facile. Il faut faire ci, il faut faire ça. Puis, évidemment, il fait des prises, des trucs, des sauts, des machins. Voilà, il se met sur les mains, il fait des pompes comme ça avec les pieds en haut. Alors il fait bah tu fais pareil et tout ça. Et puis évidemment j'y arrivais pas, donc ça donnait des scènes assez cocasses. Et ce moment était assez marrant, assez sympa, et on a fait une bonne interview à la fin de un bon 20 minutes, tu vois, sur vraiment on a touché à plein de sujets. Et c'était très chouette. Et je l'avais eu une année après, quand il est revenu à Paris, en plateau, cette fois-ci avec Maryse. Également, on avait fait un petit plateau avec Morrison et Maryse. Donc, c'est sympa de le revoir. Lui se souvenait évidemment du truc à la salle de muscu. Il me dit alors, comment ça se passe pour les biscottos, tout ça. Et donc, il y avait un petit suivi. Après, il faut savoir que les catcheurs sont des vrais professionnels, non seulement dans le ring, mais aussi dans tout ce qui est orateur, dans tout ce qui est on parle avec les journalistes, etc. Ils se souviennent des interactions qu'ils ont eues. C'est vraiment c'est un vrai métier, quoi. C'est quand on les croise. J'avais eu CM Punk aussi une fois qui n'avait pas été très sympa et tout ça. Et puis la fois d'après, il m'avait dit non, je te présente vraiment mes excuses pour la dernière fois. J'étais vraiment fatigué, j'étais en décalage horaire. Ce qu'on peut comprendre. Ouais, c'est ça, mais complètement. Et je n'avais vraiment pas envie. Et puis vraiment, je suis désolé, mais cette fois-ci, on va faire un bon truc. Vas-y, on y va, quoi. Et donc, je dis merci beaucoup de te souvenir de ça déjà, parce qu'il passe des années, des jours et des jours, des heures dans les avions, les transports, ils sont dans un endroit différent tous les soirs, etc. Le fait de se souvenir de ça, je trouve ça quand même extrêmement professionnel. Au-delà du fait que c'est agréable et tout ça, c'est vraiment super professionnel, quoi. Donc c'est là où on se rend compte que ouais, c'est vraiment des superstars, non seulement dans le ring, par tout ce qu'ils accomplissent au niveau athlétique et les prouesses, etc., mais aussi humainement, parce que pour être à ce niveau-là et ce degré-là, il faut vraiment être câblé différemment. Et juste pour finir, une autre anecdote là-dessus, John Cena, lorsqu'on a la sortie du film Legendary, il nous fait une démonstration. Moi, j'avais préparé une interview qui s'appelle l'interview légendaire. Donc, j'ai demandé en gros les questions. Il fallait qu'il y ait légendaire dans la question. Et ce qui était légendaire, c'était aussi son aptitude à passer d'une salle d'interview à une autre. On est dans un hôtel parisien et il y a à l'époque tous les médias qui sont là, qui bookent John Cena. On avait tous soit 10 minutes, soit 15 minutes en fonction du média. Et il passe d'une salle à l'autre, comme ça, toute la journée, à répondre aux questions, sourire, empathique, sympa, avenant, drôle, toute la journée. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que tu aurais une catcheuse et un catcheur préféré que franchement tu adores?
une catcheuse ou un catcheur préféré que j'adore. Euh, j'en aime beaucoup. C'est très difficile d'en choisir un ou une. En catcheuse, j'ai beaucoup aimé AJ Lee. Ouais. En catcheur, j'ai une fois de plus une vraie préférence pour les voltigeurs. C'est difficile quand même. Si je devais en choisir un. AJ Styles? Edu. Et AJ Styles? Ah, AJ Styles, ouais, bien sûr. Ah bah très évidemment, évidemment. Après, j'ai beaucoup aimé Ricochet aussi. Alors, il n'est pas encore peut-être devenu il est peut-être pas à son potentiel. Je me souviens de Prince Puma lorsqu'il était à la Lucha Underground, extraordinaire. Mystico à la CMLL, Sin Cara à la WWE, malheureusement qui n'a pas pu bâtir un peu sur ce qu'il était capable de faire à la CMLL. Il faisait des miracles. C'était vraiment extraordinaire ce qu'il était capable de faire. Malheureusement, à la WWE, ça n'a pas fonctionné pour d'autres raisons. Mais c'était vraiment quelqu'un qui m'impressionnait lorsque je le voyais à l'écran. J'avais vraiment une émotion de c'est fantastique ce qu'il fait. En termes de charisme, un Chris Jericho, un CM Punk, c'est des gars qui, quand tu rentres dans une pièce et qui sont là, il y a un truc, quoi. Il y a du magnétisme. Ce sont des gens qui ont quelque chose qui est vraiment très impressionnant d'êtres humains différents, tu vois. Tu rentres dans une pièce avec CM Punk assis, je vais pas dire que tu ne vois que lui, mais c'est vraiment, il est polarisant. Même chose pour Jericho qui manie le verbe de manière spectaculaire. Il est crédible dans tout ce qu'il dit. Il est extrêmement fort au micro. Et ça, j'ai beaucoup d'admiration aussi pour tous ceux qui ont cette faculté à parler au microphone devant des salles remplies de monde, que ce soit en heel ou en face, et qui soient capables de tenir l'auditoire comme ça en haleine. C'est spectaculaire. Petite anecdote sur Christophe ou Philippe, ou sur les deux? Ils sont tous super sympas et on passe toujours des grands moments ensemble. En tout cas, c'est vrai que je travaille davantage avec Christophe que Philippe, malheureusement, mais on a passé des bonnes émissions aussi avec Philippe par le passé, une bonne intensité commune. Et Christophe, écoute, fidèle à lui-même, hein, il est toujours de bonne humeur, toujours avec son humour un peu cassant, tout ça, donc ça marche très bien. En parlant de Christophe, excuse-moi, en parlant de Christophe, est-ce que tu as toujours un Doliprane sur toi ou un aspirine? Est-ce qu'il te casse les oreilles ou pas du tout? Pas du tout, les oreilles, il ne les casse pas. C'est plutôt, il trouve toujours la phrase un peu à la Laurent Baffy en plateau, tu vois, pour soit essayer de te déstabiliser, soit te désarçonner un peu, mais ça fait partie de son personnage. C'est sympa. Ce qui est sympa, c'est l'envers du décor à la fin de l'émission, qu'on va dire, ouais, tu m'en veux pas pour t'avoir dit ça, ou, tu vois. Et voilà, c'est son style, c'est sa façon de faire. Il le fait depuis tout le temps. Mais ça, il faudrait vraiment essayer d'avoir Philippe Chéreau et lui demander, voilà, ça fait 15 ans que tu te fais casser toutes les semaines par Christophe. Tu vois, il n'y a pas un moment où mais ouais, ça fait partie de leur show. Justement, on vous entend jamais, hein, que ce soit toi, Christophe ou pas, parler de votre avis. Quel est ton avis, toi, personnellement, sur les renvois de la WWE? On a vu notamment Bray Wyatt, Braun Strowman. Quel est, toi, personnellement, ton avis et pourquoi, en général, vous en parlez pas trop au niveau de la télévision, hein, quand en mettant, vous savez qu'un catcheur n'est plus là. Pourquoi exactement vous en parlez pas? Est-ce qu'on vous dit de pas en parler ou alors c'est justement vous qui ne puissiez pas en parler? Non, je pense que quand tu commentes le catch, tu n'es pas, t'es pas un observateur, t'es pas un commentateur dans le sens YouTube ou forum ou site internet. Tu es vraiment là pour le produit. C'est ça qu'il faut comprendre. Okay. Et tu es là, alors tu n'es pas embauché par la WWE, mais tu es là pour vendre le produit, entre guillemets. Et ce que les gens, je pense, ne comprennent pas trop, ou en France, on a un peu plus de mal, c'est que un show de catch, c'est un produit, il y a une histoire à raconter, il y a des trames sur lesquelles on va parler, et puis il y a des choses dont on ne va pas parler non plus, non pas parce qu'on nous dit de ne pas le faire, etc., mais c'est simplement pas l'espace opportun de parler des renvois, des comportements backstage, etc. Là, on est vraiment là pour parler du show, teaser le main event, parler de ce qui s'est passé en coulisses 10 minutes plus tôt, se renvoyer la balle, se poser des questions. On est là vraiment pour le show.
C'est vrai que dans un sport conventionnel, en effet, s'il y a eu un limogeage de manager au foot ou d'un directeur, forcément les commentateurs vont l'évoquer. Dans le catch, c'est vrai que ça ne se fait pas parce qu'on est concentré sur l'action du moment, sur ce qui se passe dans le ring, sur ce qui se passe à l'occasion du show. On va parler du pay-per-view d'avant, certainement du pay-per-view d'après. On ne va pas effectivement parler des renvois ou tout ce qui se déroule en coulisses ou tout ce qu'on peut lire à droite à gauche. Tu as raison, il y a un côté un peu pudique par rapport à ça. C'est un peu la culture du sport divertissement, je crois, je pense, ou tel que je le ressens en tout cas. C'est vrai qu'il y a ce côté, on ne traverse pas la ligne, on ne va pas au-delà. Et c'est d'autres gens qui le font, et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire, c'est le YouTuber, ça va être les différents sites américains qui parlent systématiquement de tous ces phénomènes-là. Mais le commentateur, lui, n'y va pas. C'est probablement effectivement une tradition un peu historique des lignes qu'on ne franchit pas quand on est commentateur de catch particulièrement. Okay. On va terminer avec 3 dernières questions. Est-ce que, par exemple, moi, je sais que j'aime pas trop, mais est-ce que tu regardes un peu souvent quand tu rentres chez toi, pourquoi pas le replay de Raw pour savoir si tu te dis là, franchement, j'ai été bon, là, j'étais pas bon. Et est-ce que tu aimes bien ta voix? Parce que moi, personnellement, à l'entendre, je ne l'aime pas du tout enregistrer parce que toi, tu as cette voix-là grave qui marque et qui résonne aussi dans les esprits. Est-ce que toi, personnellement, tu aimes bien cette voix et est-ce que tu regardes du catch aussi Alors, est-ce que je me regarde moi? C'est ça la question? Ouais, c'est ça. Alors, le catch, je ne me regarde pas, mais le travail de se réécouter quand on fait quelque chose en broadcast, c'est-à-dire en radio, en télé, c'est essentiel, particulièrement quand on débute. Toutes les écoles de journalisme te le disent. Moi, j'ai commencé en radio, comme je te disais, et les meilleurs conseils qu'on m'a donnés, c'est toujours, dès que tu fais la moindre voix off, tu passes à l'antenne, etc., et tu t'enregistres et tu réécoutes à tête reposée 1 heure plus tard, 2 heures plus tard. Je l'ai beaucoup fait au début pour essayer de voir ce qui va pas. Est-ce que comment est posée ta voix, etc. C'est un outil, c'est un travail. L'athlète, il va développer ses muscles, développer son cardio. Toi, en tant que speaker, en tant que commentateur, il faut développer sa voix, être capable de l'utiliser, de moduler, d'aller vers le haut, vers le bas, de faire des voix différentes, etc. Ça se travaille, ça se fait dans le temps. On a tous une voix de base, mais on peut moduler plus 15, plus 20% dans un sens ou dans l'autre. Donc, pour répondre à ta question, je l'ai beaucoup fait au début de carrière. Là, je le fais moins. Ça m'est arrivé de tomber dessus sur un replay, etc. Mais je ne vais pas chercher le replay pour l'écouter en intégralité. Si je tombe dessus à un horaire où j'ai rien d'autre à faire, je vais l'écouter 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Mais je ne vais pas forcément aller le chercher, tu vois. Je pense que voilà, c'est... Après, il y a peut-être trop d'heures d'enregistrement aussi. Voilà, tu arrives à une phase après après 2 décennies de travail, je pense à peu près savoir ce que j'ai pu faire un jour J RH, même si quelquefois tu peux avoir des surprises. Des fois, tu as une sensation à chaud quand tu sors de studio où tu dis oh putain, j'ai vraiment été mauvais. Et tu réécoutes et finalement tu dis ah ouais, non, c'était pas mal en fait. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Tu peux te dire, ouais, cette fois-ci, j'ai vraiment tout assuré et tout. Et tu réécoutes, tu fais, ouf, oh là, ça n'allait pas du tout. Donc, quelquefois, la sensation qu'on a en sortant de cabine, en posant le micro-casque, c'est pas forcément la bonne. Maintenant, est-ce que moi, j'aime ma voix? Tu sais, je l'entends évidemment dans un casque très souvent, mais je ne m'entends pas en façade quand je suis face à une scène, quand je fais un travail de speaker. Je ne l'entends pas à la télé quand je suis. Voilà. Je me regarde très peu finalement aujourd'hui. Maintenant, des retours que j'ai, depuis des années, je pense que s'il y a des problèmes avec ce que je fais professionnellement, c'est pas à cause de la voix. D'accord, ok. Justement, quels sont, toi, tes projets pour le futur et comment vois-tu le catch en France à l'avenir se développer? Est-ce que tu penses que le catch sera mieux au niveau du catch français et du catch aussi aux États-Unis ou tu as peur que malheureusement, ça va s'arrêter petit à petit parce que, malheureusement, j'avais fait aussi un débat aussi dessus, je ne sais pas si tu l'as vu. Si demain Vince McMahon n'est plus à la WWE, est-ce que tu penses que le catch sera toujours diffusé à la télévision française? Pour la WWE, je ne suis absolument pas inquiet. Pour le catch américain, je ne suis pas du tout inquiet. Le catch en France, c'est vrai qu'on a un phénomène un peu cyclique, c'est-à-dire qu'on a des périodes de grande euphorie où on adore ça, où il y a une vraie demande et les gens sont tout de suite friands et adhèrent très, très facilement. Et puis, il y a des moments où c'est un peu plus poussif. Ça se voit, voilà, je ne sais pas si c'est tous les 3-4 ans. C'est comment le produit évolue dans les années aussi. Alors, il y a la grande période où on passait en quelque sorte de l'attitude era au programme un peu PG après. Quand on change d'époque, etc., il y a un renouvellement qui se fait. Là, au fil des années, est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui regardent sont les mêmes qu'il y a 3, 4, 5 ans?
pas sûr. Certains peut-être qui ont grandi avec, qui gardent ça jeune adulte, et ensuite le jeune adulte, il a un travail, donc il a peut-être moins de temps, ensuite il a un enfant, etc. Donc qu'est-ce qui se passe avec celui qui suit le catch à partir du moment où il a commencé à 13, 14, 15 ans? Celui qui commence plus tard, est-ce qu'il reste longtemps? Est-ce que les histoires lui plaisent au point de rester? C'est une excellente question. Je pense qu'en France, ça tourne un peu, et en Europe aussi, en Italie, on sait que ça est peut-être même un peu plus... ça monte même de façon... Les pics sont peut-être même plus intenses, c'est-à-dire que ça peut monter très haut et redescendre très bas assez vite. En France, je pense qu'on a une bonne base. Maintenant, est-ce qu'on peut retrouver l'euphorie de 2009-2011? Ça n'est pas sûr. Il faudrait peut-être que le produit évolue un peu aujourd'hui, que ça change un peu de trame. Il faudrait peut-être aussi une star française qui perce. C'est vrai qu'on en a, tu disais, à la NXT UK. Est-ce qu'elles peuvent aller sur le roster principal? L'avenir nous le dira. Je le souhaite évidemment. Mais alors, le catch français, alors pour le coup, je ne connais vraiment pas du tout la scène du catch français. J'ai pu voir peut-être un ou deux shows comme ça en passant, mais j'ai vraiment aucune culture du catch français, si ce n'est les quelques anecdotes de l'Ange Blanc, le bourreau de Béthune, vraiment les années 60. J'ai quelques histoires qu'on m'a racontées, etc. Mais le catch français, malheureusement, je n'y connais absolument rien du tout. D'accord. Donc, j'ai regardé, il reste vraiment 2 dernières questions. Pas de problème. Que réponds-tu aux gens qui te disent que le catch c'est truqué? Est-ce que lors d'une émission on t'en a déjà parlé? Est-ce que toi personnellement ça te saoule d'entendre ça? On sait que Christophe et Philippe, enfin plutôt Philippe, avaient répondu, moi quand je vais voir un spectacle de magie, je suis pas là en train de dire est-ce que c'est truqué, je viens pour le spectacle. Que réponds-tu toi à ce genre de personnes qui te disent que c'est truqué? Oui, bien sûr. C'est une question qui revient extrêmement souvent. Ouais, mais c'est faux, c'est chiqué, les combats sont pas vrais, etc. Et en effet, je dis la même chose que Philippe, certainement, d'après ce que tu dis, c'est-à-dire, voilà, moi, j'y vais pas pour voir un combat UFC. J'ai commenté de l'UFC, j'ai vu des combats UFC, j'ai fait commenter du MMA et plein de pieds-points, boxe taille, kickboxing, etc. Ce n'est pas du tout la même discipline. Là, on est dans, effectivement, le divertissement sportif. Les catcheurs font 200 dates par an, ils vont pas se taper dessus tous les soirs pour de vrai, sinon ils feraient pas 200 dates par an. Donc effectivement, j'essaie d'expliquer, d'éduquer en gros à ceux qui ne le savent pas qu'il faut y aller avec l'esprit ouvert et non pas imaginer que c'est un vrai combat de boxe ou de kickboxing ou de MMA, mais plutôt un spectacle de divertissement avec des prouesses athlétiques qui sont accomplies dans le ring. Oui, quand le catcheur saute de la 3e corde et qu'il atterrit mal par terre, il se fait mal. Hein. Non, il n'y a pas de trucage là-dessus. Par contre, c'est vrai que quand il fait une manchette à l'européenne, ouais, c'est pas un vrai coup de poing à la pointe de la mâchoire, c'est une manchette à l'européenne où il y a du bruit et quand il claque le pied sur le tablier, oui, c'est pour faire comme s'il tapait, mais il ne tape pas vraiment parce que sinon il serait défiguré et qu'il pourrait pas combattre le lendemain soir à 400 km de là où il est ce soir. Donc j'essaie d'éduquer, ça me donne toujours le sourire. C'est vrai les gens disent ouais, mais à quoi ça sert si c'est du chiquet, etc. Donc tu essaies d'expliquer que moi ce qui est important, ce sont les histoires, c'est le heel, le face, c'est les scénarii, c'est voilà c'est tout ça, tout ce côté que nous on affectionne. Toi, j'imagine autant que moi le côté voilà, qu'est-ce qui va se passer la semaine d'après, quoi. Tu vois, c'est divertissant, puis ça permet aussi un petit peu de pouvoir oublier pendant à peu près 1h30 ou voire un peu plus, si tu regardes un pay-per-view, d'oublier un petit peu tes soucis. Justement, terminons avec cette dernière question que beaucoup de fans souhaitent, ça je me doute. Est-ce que toi, personnellement, tu joues à WWE 2K et est-ce que tu aimerais avoir un jour ta voix avec soit Christophe, soit Philippe, ou alors juste Philippe et Christophe, avoir un jour cette fameuse voix française que beaucoup de monde réclame? Ah, effectivement, ça serait un grand moment que d'avoir sa voix dans un jeu WWE. J'imagine que si ça se fait en France, en toute logique, ça serait Christophe et Philippe qui feraient les voix françaises. C'est tout à fait logique. Mais en effet, peut-être qu'il y aura un ring announcer qui devra être doublé aussi. Peut-être qu'il faudra le Greg Hamilton ou le Mike Rome français et pas seulement les commentaires. Donc peut-être qu'il y aurait de la place pour nous autres petits remplaçants qui restons à notre place, bien sûr, et qui respectons l'établi. Non, c'est vrai que ça serait un rêve d'avoir une voix dans un jeu vidéo. J'avais fait il y a quelques années une voix pour un jeu vidéo, mais qui n'a rien à voir. C'était dans l'univers des sports mécaniques. Et c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir ce côté. En fait, c'était un texte avec plein de phrases différentes à lire. Il n'y avait pas d'ordre particulier. Puis à la fin, c'était repackagé
pour un truc de buggy. C'était bien avant dans les années 2005-2007. Donc voilà, c'était un jeu de buggy. Enfin bref, je sais même plus le titre d'ailleurs. Mais c'était ma seule expérience en tant que voix off pour jeux vidéo. Et c'est vrai que c'est sympa de voir après le rendu quand tu as le véhicule qui avance sur de la terre, etc. Et tu entends ta voix derrière dire "Oh wow, step on the pedals." Et c'est rigolo quoi. Maintenant pour l'autre partie de la question, non, je ne suis pas joueur. Alors je suis joueur sur PC, un peu gamer, mais pas plus que ça. Et je ne joue pas à WWE 2K. Je suis plutôt jeu de cartes type Magic, Hearthstone. Je sais pas si tu connais un peu le genre, c'est des cartes à collectionner. J'avais joué un peu quand j'étais môme, etc. Donc je joue toujours aujourd'hui et même des années après à ce genre de jeu-là. J'aime bien les jeux de cartes, le plateau aussi, genre Teamfight Tactics. Je suis plus un peu dans cet univers-là. Ok. Bon, bah, en tout cas, Marc, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cette interview? Bien sûr que oui, j'aimerais te remercier de m'avoir invité dans ton playground, dans ton aire de jeu. Merci beaucoup à toi et puis peut-être à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. J'espère. Allez, moi, je vous dis à plus tard. Salut tout le monde.